Le prince héritier du royaume d'Arcane, Noaklziega Arcane, est condamné publiquement. Un homme annonce que, pour ses crimes graves, il sera exilé du pays, une sentence implacable qui scelle son destin. Le prince héritier, les mains liées, se tient droit malgré son sort. Une jeune femme, armée d'un gouvernail, annonce que sa punition sera l'exil par dérive sur un radeau de fortune. Le destin du premier prince du royaume d'Arcane est désormais scellé. Le prince, désespéré, clame qu'il y a une erreur et supplie qu'on l'écoute. Malgré son appel, le ministre Shred, avec un sourire cruel, lui ordonne le silence, le renvoyant au statut de « ancienne Altesse ». La sentence est irrévocable, et l'espoir du prince s'effondre. Le ministre Shred accuse le prince d'être coupable de 2 crimes capitaux, insistant sur le fait que ses pouvoirs, bien que rares et puissants, sont perçus comme menaçants. Il explique que ses compétences spéciales, accordées par les cieux à une élite, existent pour le bien du monde, mais certaines sont redoutées. Le prince, conscient de la gravité de sa situation, se voit rappeler que son don unique le place dans une position dangereuse aux yeux du royaume. Le ministre Shred décrit la compétence du prince comme un pouvoir mystérieux et interdit, capable de recycler uniquement les déchets, ce qui est perçu comme une souillure pour le royaume. Le prince, conscient de la haine qu'elle suscite, avoue avoir tenté de ne jamais l'utiliser. Malgré cela, il insiste sur l'importance de trouver des solutions pour réutiliser les déchets, afin d'éviter la pollution de l'air et de l'eau, qui mettrait en danger la vie des habitants. Le prince explique avec passion qu'il cherche des moyens d'utiliser tous les déchets, révélant ainsi la raison de son combat. La foule, surprise, commence à se demander si ses paroles sont sincères et si son projet pourrait réellement leur bénéficier. Cependant, le roi intervient fermement, ordonnant le silence et demandant à Shred de ne pas encourager ces idées qui risqueraient de troubler le peuple. Le second prince Julsra dénonce son frère, affirmant que tout ce qu'il a dit est un mensonge. Il révèle avoir vu de ses propres yeux la tentative de meurtre contre Rose, la fille du Premier ministre, perpétrée avec une compétence redoutable. La foule apprend alors les 2 crimes graves dont ce dernier est accusé, provoquant choc et colère parmi les citoyens. Le roi ordonne l'exécution immédiate du prince, qualifiant son pouvoir de « recyclage » de dangereux. Malgré ses protestations, il est violemment repoussé par les gardes. La foule, en colère, réclame son exil hors du pays, tandis que le prince, menotté, est conduit vers une destination incertaine. Le prince déchu est attaché sur un radeau de fortune, prêt à être abandonné en mer. Son frère lui annonce qu'il lui cède la mer des déchets, pour y régner jusqu'à la fin de ses jours. Une punition cruelle mais teintée d'une étrange clémence. Les gardes, amusés, commandent cette sentence impitoyable, tandis que le radeau s'éloigne vers une destinée incertaine. Les soldats se moquent de la sentence infligée au prince, la qualifiant d'amusement et prédisant une mort rapide dans cette mer de déchets. L'un d'eux affirme que tout finira par lui revenir. Seul sur son radeau, le prince se demande comment il en est arrivé là, regrettant d'avoir voulu utiliser son pouvoir à une autre fin. Notre héros vient de terminer son travail, tenant fièrement un objet qu'il vient de fabriquer. Il se prépare à le tester immédiatement, tandis qu'une jeune femme s'adresse à lui avec respect en l'appelant « Votre Altesse ». Rose Arcane, la fille du Premier ministre, surprend notre héros en venant le chercher elle-même. Elle lui rappelle qu'une importante séance d'études l'attendait au palais, mais il était absent. Intriguée, elle s'intéresse vivement à la nouvelle machine qu'il a construite. Le prince explique que son casque est équipé d'un dispositif magique de transmission, relié à un balai doté d'un pouvoir de lévitation. En envoyant un message via ce casque, il peut contrôler le balai à distance pour nettoyer les déchets. Il montre ainsi la machine en action, balayant efficacement les détritus, tout en précisant que l'appareil ne peut pas gérer les ordures trop lourdes. Rose observe la démonstration avec intérêt, visiblement impressionnée. Rose dévoile une puissante magie du vent, créant une tornade qui soulève les débris autour d'elle. Elle lance un sort spectaculaire nommé Divine Squall, montrant qu'elle peut manipuler l'air sans dépendre des déchets. Notre héros, surpris, réalise qu'elle maîtrise une magie du vent impressionnante. Rose affirme que la magie est bien plus rapide pour nettoyer, ce à quoi le protagoniste répond avec un sourire, reconnaissant son rang. Malgré sa proposition d'enseigner la magie, notre héros décline poliment, expliquant qu'il cherche autre chose pour le moment. Rose, un peu contrariée, réalise qu'il ne souhaite pas apprendre la magie. Le navire est prêt à lever l'ancre, tandis que la capitaine, pleine d'entrain, donne ses ordres avec énergie. L'équipage répond avec enthousiasme, prêt à obéir sans hésiter. L'instant du départ approche, marqué par une ambiance à la fois sérieuse et joyeuse. Le navire, symbole de puissance de l'Académie navale, fend les eaux jonchées de déchets. Midi Okra,
reconnu comme le génie et la fierté de sa promotion, se tient confiant, conscient que le moment tant attendu est enfin arrivé. Le navire subit soudainement une violente secousse, forçant l'équipage à réagir rapidement. La capitaine donne des ordres précis, ordonnant de virer de bord vers tribord. Le timonier s'active avec détermination pour manœuvrer le gouvernail dans cette direction difficile. Le protagoniste s'interroge, choqué, sur une possible infraction aux règles. La capitaine, bien que surprise, révèle qu'elle se préparait à une attaque réelle depuis l'annonce de la revanche. Elle trouve étrange que Midi, pourtant toujours fair-play lors des entraînements, ait pu en arriver là. Le doute s'installe. Midi serait-il menacé par le colonel Waché? Le navire adverse lance une attaque, mais la capitaine analyse rapidement la situation, constatant que la puissance magique derrière ses assauts est moindre qu'elle ne le paraît. Profitant du vent de face, elle estime pouvoir neutraliser l'impact et prépare sa riposte avec assurance. Depuis son plus jeune âge, la capitaine a toujours fait preuve d'une intuition remarquable, capable de sauver l'équipage à de nombreuses reprises, en observant attentivement le ciel, la mer, les oiseaux en plein vol, ainsi que les tactiques ennemies. Elle a su fusionner toutes ces informations pour développer un pouvoir unique, ce dont lui permet de prédire les mauvais présages et de choisir la meilleure voie à suivre. Le combat naval s'intensifie alors que la capitaine prend l'avantage, ordonnant à ses canonniers tribord de préparer le feu. Les boulets fusent, frappant violemment le navire ennemi et marquant un tournant décisif dans cet affrontement. Le tir porte enfin ses fruits, touchant directement la cible ennemie. La victoire semble à portée de main, et la capitaine encourage son équipage à maintenir le cap, mais son regard soudain devient intense, annonçant un nouveau défi à venir. La victoire lors de la bataille d'entraînement est enfin acquise, et Genius est félicité pour son exploit. La capitaine, rayonnante, remercie chaleureusement tout l'équipage, tandis que l'ambiance festive gagne le navire. Un homme, soulagé, respire profondément, marquant la fin de cette épreuve intense. Le colonel Waché, surpris et tendu, réalise qu'il a perdu face à Midi. Cette défaite a des conséquences lourdes. Quiconque perd contre un pirate doit quitter l'académie. Malgré la gravité de la situation, il affirme être conscient des règles, laissant planer un doute sur la suite. Le colonel Waché prend la responsabilité entière de la défaite et supplie à voix haute d'être le seul à être expulsé, épargnant ainsi son équipage. Mais soudain, il change d'avis et demande d'oublier ses paroles. Un supérieur intervient alors, annonçant qu'il a changé d'avis et qu'il n'y aura pas d'expulsion. Le colonel, surpris, est appelé par son nom, tandis qu'une tension palpable envahit l'atmosphère. Le navire est touché en plein dans la soute où est entreposé un puissant dispositif magique, provoquant une explosion imminente. La panique s'empare de l'équipage, qui ordonne à tout le monde de sauter à la mer pour échapper au danger. L'atmosphère devient soudainement chaotique, alors que la menace d'une destruction totale plane sur eux. L'explosion dévastatrice secoue le navire, projetant des débris dans toutes les directions. Une jeune femme hurle le nom de Mio, visiblement bouleversée par la violence de l'événement, tandis que les navires s'éloignent dans la fumée. Un homme s'exclame avec admiration, qualifiant quelqu'un de génie. Le navire personnel du colonel Waché est gravement endommagé, fumant encore après l'explosion. Le colonel, impassible, se tient droit sur le pont, entouré de ses officiers. Dans l'eau, un homme lutte pour se maintenir à flot, tandis que deux témoins réalisent avec stupeur l'ampleur des dégâts. Le colonel Waché, furieux, refuse de se contenter d'une simple expulsion et jure de s'assurer personnellement de la mort des pirates. Un officier, inquiet, s'interroge sur la légitimité d'aller aussi loin lors d'un combat d'entraînement, craignant la réaction de l'amiral de la flotte. Le colonel explique que cette mesure est nécessaire pour punir les atrocités des pirates et fait clairement comprendre que la mort de Mio sera imputée à leurs actes. Les canons de la flotte ouvrent le feu avec une puissance dévastatrice, envoyant une pluie de boulets en direction des navires ennemis. Les pirates, surpris, tentent de se protéger tant bien que mal tandis que les explosions ravagent leur embarcation. Le navire des pirates subit de lourds dégâts, crachant des flammes et sombrant peu à peu. Il insiste pour que tout le monde fuit sans s'inquiéter de lui, mais la capitaine refuse de laisser Midi derrière eux. Elle rappelle que la situation dépasse désormais la simple survie de Midi, car les pirates risquent d'être accusés et réduits au silence à jamais. Avec détermination, elle affirme que leur fierté réside dans leur solidarité et leur volonté d'aider les autres, quoi qu'il arrive. Le navire est gravement endommagé, et l'équipage craint de ne pas pouvoir encaisser davantage de coups. Soudain, un appel du colonel Waché interrompt la tension, surprenant la capitaine. Ce dernier, avec un sourire narquois, se moque de la prétendue folie des pirates, mais avoue qu'il voulait simplement les remercier pour s'être exposés ainsi à ses canons. Le colonel Waché se moque cruellement de la fierté des pirates,
affirmant qu'elle les mènera à leur perte totale. Il les accuse de finir dispersés et détruits, qualifiant leur combat de scène pathétique. La capitaine, visiblement troublée, tente de réfuter ses paroles, mais son assurance vacille face à la menace et au rire narquois du colonel. Il serre fermement un anneau orné de symboles, déterminé à inverser le cours des événements. Une pirate au chapeau exprime son inquiétude, tandis qu'une autre femme les écoute attentivement. La capitaine annonce qu'elle a un plan et demande la force de tous pour mener à bien leur nouvelle stratégie. Les navires pirates subissent une violente attaque des canons ennemis, les boulets frappant avec fracas leurs voiles et leurs coques. L'impact crée une explosion spectaculaire, déchirant l'air et l'eau autour d'eux. La bataille fait rage, chaque instant pouvant décider du sort des combattants. Les navires ennemis subissent une série d'explosions dévastatrices, leurs coques et leurs ponts sont criblés de boulets. Un officier, paniqué, annonce à son capitaine que leur navire est condamné. Ce dernier, incrédule, réalise que son précieux vaisseau de guerre, la Gaucher, est détruit, compromettant ses ambitions de dominer la marine. Le capitaine ennemi, fou de rage, refuse d'admettre sa défaite face à un simple radeau. Pendant ce temps, les survivants de la flotte ennemie s'enfuient en panique, tandis que les pirates célèbrent leur victoire éclatante. Notre héros, impressionné, reconnaît avec admiration l'ingéniosité de la jeune fille qui a mené cette bataille improbable. La victoire éclatante scelle l'amitié indéfectible entre nos héros. Malgré leur modeste radeau, ils ont su tisser des liens solides, devenant une véritable famille. Leur triomphe symbolise la force des vrais amis face à l'adversité. Les dirigeants, obsédés par le profit, refusent de collaborer et ignorent les avertissements sur la gravité du problème. Ceux qui tentent de sensibiliser disparaissent mystérieusement un à un. Malgré cela, une jeune fille reste déterminée à ne pas abandonner face à cette situation désespérée. La jeune fille aux oreilles de chat admet qu'elle savait que leur demande d'aide serait rejetée, mais sa rencontre avec Lord Noacle a changé sa perspective. Notre héros s'interroge sur l'exil de ce dernier, qui semble pourtant comprendre mieux que quiconque la problématique des déchets. Peu à peu, elle commence à envisager d'autres solutions en voyageant aux côtés de notre protagoniste. Il réalise soudainement l'ingéniosité de la jeune fille aux oreilles de chat. Alors qu'une mystérieuse femme les l'appelle, il reste concentré, partagé entre surprise et hésitation. Au bord de la mer, une nouvelle étape de leur voyage s'annonce, pleine d'incertitude mais aussi d'espoir. Le groupe montre son soutien indéfectible à notre héros, affirmant qu'il compte sur lui et qu'il le suive avec confiance. La jeune fille aux oreilles de chat, surprise, apprend que tous ont décidé de les accompagner dans leur quête. Cependant, le protagoniste met en garde sur les risques encourus, rappelant que son passé un Lucky Prince pourrait compromettre leur soutien officiel. Personne ici ne le considère comme un prince malchanceux, ce qui surprend profondément notre héros. La jeune fille aux oreilles de chat, émue et pleine d'espoir, remercie chaleureusement tout le groupe pour leur soutien. Un sentiment de gratitude et de détermination naît en elle, prête à avancer avec ses compagnons. Le protagoniste, décidé, cherche un nom facile à retenir pour leur prochaine étape. Il propose avec enthousiasme « Super Hyper Max Fun Recycling Kingdom », suscitant l'admiration et la confiance du groupe. Ses compagnons, eux, suggèrent d'autres noms farfelus, mais aucun ne semble convenir, ce qui agace notre héros. Il annonce solennellement que ce lieu portera désormais un nouveau nom. Le groupe, réuni sur ce grand bateau, se prépare à entamer un nouveau chapitre de leur aventure. Une atmosphère d'espoir et de renouveau s'installe alors que le changement se concrétise. Le chef du royaume d'Arcane explique avec regret qu'il est impossible pour le gouvernement de collaborer avec eux. Il révèle que, bien que l'île soit le plus grand producteur d'armes et d'outils magiques, le coût de l'élimination des déchets est colossal. Sous le système actuel, les ordures sont déversées dans des terres inhabitées et en mer, ce qui entraînera un retour à la situation initiale en quelques années, même si la production de déchets diminue temporairement. Noacle, âgé de 14 ans, est suivi de près par Rose, sa petite sœur de 5 ans, qui lui exprime son amour avec une innocence touchante. Malgré ses protestations pour qu'elle cesse de le suivre partout, elle reste déterminée à ne pas le quitter d'une semelle. Leur complicité enfantine se manifeste dans ces échanges pleins de tendresse et de malice. À 20 ans, Noacle, désormais prince maudit, rejette ses études royales, convaincu de ne pas être fait pour ce rôle. Sa sœur Rose, à 11 ans, insiste avec sérieux pour qu'il prenne ses responsabilités. Déplorant son attitude négative, Noacle préfère laisser le destin entre les mains de Zusdra, affirmant qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être roi. Rose affirme avec conviction que la vraie noblesse ne s'hérite pas, mais se gagne par l'effort. Malgré les avertissements de Noacle sur les risques d'être détestée à cause de son association avec lui, elle persiste,
déterminé à lui insuffler dignité et savoir pour qu'il devienne un prince digne de ce nom. Noacle, quant à lui, rejette fermement cette idée, affirmant qu'il fera ce qu'il veut. Le prince, visiblement préoccupé, explique qu'il doit gérer les nombreuses demandes des villageois et instaurer de nouvelles règles, ce qui s'avère bien plus compliqué que prévu. Il montre une lettre d'un enfant, illustrant les requêtes simples qu'il commence à traiter. À ses côtés, une jeune femme l'interroge sur ses soucis, tandis qu'il admet payer le prix de son manque de formation en affaires d'État. Le prince réalise qu'il doit rapidement élaborer un plan de défense face à une possible nouvelle attaque de l'armée, conscient que leur croissance ne passera pas inaperçue. Il regrette que ses pouvoirs ne soient pas plus efficaces. Une alliée intervient alors, prête à lui montrer sa capacité restaurée pour renforcer leur protection. L'allié tente de renforcer la protection du navire en activant une barrière furtive qui le rend transparent, mais elle peine à la maintenir. Elle avoue ne pas avoir encore assez de foi en ses pouvoirs comme autrefois, quand elle pouvait cacher toute l'île des monstres. Pendant ce temps, les villageois affluent avec une multitude de questions sur la gestion, le commerce et la sécurité, mettant une nouvelle fois la pression sur le prince. Épuisé et étalé au sol, regrette de ne pas avoir écouté Rose et d'avoir étudié davantage. Une nouvelle venue, une femme ailée, s'adresse à lui en évoquant Rose, la jeune fille qu'il a sauvée d'un glissement de déchets. Rose Arcane, la cousine du protagoniste, est la fille unique du Premier ministre Alva. Dès l'âge de 11 ans, elle était déjà son assistante, reconnue pour son incroyable charisme et son intelligence, très appréciée de tous. Elle est surnommée la Rose d'Or et surpassait même en popularité le prince lui-même, ce qui explique en partie son exil. Il s'inquiète du sort de Rose depuis l'accident, espérant qu'elle va bien. Une mystérieuse pirate arrive soudainement et lui demande s'il a entendu les dernières nouvelles à son sujet. Il découvre alors un murmure inquiétant circulant parmi les pirates, concernant Lady Rose après son exil. Au château Arcane, le ministre Shred exprime sa colère contre le colonel Waché, qu'il a lui-même recommandé. Il refuse de croire aux appels à l'aide de ce dernier, accusant le colonel d'avoir terni son nom en faisant perdre la marine face à un inconnu. Le prince Yusdra, visiblement agacé, reproche vivement au colonel Waché d'avoir terni sa réputation à cause d'une erreur pitoyable. Ce dernier tente de s'excuser en expliquant son stress, tandis que le prince lui reproche de faire une scène inutile dans les couloirs du château. Le prince demande si Lady Rose a réellement disparu, mais on le rassure rapidement. On apprend qu'ils ont déjà contacté Gordo, un homme influent et riche, capable de retrouver Rose rapidement, à condition que le prix soit juste. Le prince semble intrigué par cette référence à Gordo, surnommé le marchand de chair. Le prince reprend lentement conscience, se demandant où il se trouve. Il réalise qu'il est toujours attaché à un radeau de fortune, flottant au milieu des débris. Malgré la confusion, il constate qu'il est encore en vie. Trop absorbé par la récupération des matériaux, il n'a pas vu la tempête approcher. Soudain, la réalité le frappe, il est en grand danger, peut-être même mort. Le ciel s'assombrit, annonçant un orage imminent. Instinctivement, il utilise son pouvoir pour reconfigurer la corde et la rattacher solidement au radeau, ce qui a probablement sauvé sa vie. Il décide ensuite de recycler la corde en la transformant en chanvre. Malgré tous ses efforts, la tempête emporte finalement cette précieuse corde. Le prince aperçoit enfin une île au loin et se demande s'il a accosté sur une terre déserte. Il pose le pied sur ce qui ressemble à une petite île étrange, semblable à une table miniature émergeant de la mer. Malgré son soulagement, il réalise qu'il ne pourra pas rester longtemps, car l'île risque de sombrer à marée haute. Il remarque un étrange rocher enveloppé de cordes, se demandant s'il s'agit d'un sanctuaire. Malgré ses doutes, il décide d'ouvrir ce mystérieux objet dans l'espoir d'y trouver des matériaux utiles. Une fois ouvert, une vapeur toxique s'en dégage, le forçant à se couvrir la bouche en toussant, tandis qu'il réalise que ce n'est ni un monstre, ni ce à quoi il s'attendait. Il découvre que le mystérieux objet renferme une tortue, ce qui le surprend car elle ne devrait pas être vivante après avoir été enfermée si longtemps dans ce sanctuaire. La tortue affirme avoir vécu plus de 10 000 ans, ce qui étonne notre héros. Soudain, il réalise avec stupeur qu'il entend la tortue parler, ce qui le déstabilise complètement. La tortue se présente sous le nom d'Aspidochlon, tandis que le protagoniste donne son nom, Noacle Ziega Arcane. Il décide d'adopter des surnoms plus courts, Aspid et Noacle, pour faciliter leurs échanges. Noacle, enthousiaste, promet de montrer rapidement ce qu'il sait faire, affirmant qu'il a son propre style pour se débrouiller. Affamé, Noacle commence à ramasser des déchets, intriguant Aspid qui lui demande pourquoi. Avec un sourire confiant, le protagoniste promet de montrer son savoir-faire en utilisant le chanvre recyclé. Soudain, il lance un sort puissant en criant « Recycle »,
surprenant vivement Aspi. Noacle montre fièrement à Aspi qu'il peut transformer les déchets en objets utiles, comme cette canne à pêche. Impressionné, la tortue reconnaît son talent pratique et lui demande s'il peut en fabriquer une autre pour augmenter leur prise. Le protagoniste hésite un instant, puis un éclat d'énergie surgit soudainement, attirant toute leur attention. La jeune fille, dans une nouvelle forme, demande si elle peut aider ainsi. Avec un sourire confiant, le protagoniste, un peu surpris, commence à préparer des chiffons pour recycler une canne à pêche pour elle. Avant qu'elle ne se lance, il lui tend un vêtement en insistant pour qu'elle le porte, craignant qu'elle ne prenne froid. La jeune fille, vêtue d'habits féminins, révèle qu'elle est en réalité un garçon, ce qui surprend le protagoniste. Il s'installe pour pêcher tranquillement, appréciant ce moment de détente. La jeune fille confie avoir vécu ainsi depuis très longtemps, tandis que le protagoniste s'étonne de sa capacité à se transformer en humain. Autrefois, cette île prospérait grâce à la bénédiction d'un être vénéré comme le dieu de la terre, mais avec le temps, les habitants perdirent foi en lui, et sa puissance s'évanouit peu à peu. L'île sombra, son sanctuaire fut abandonné, laissant notre héros seul face à ce déclin. La jeune fille se sent rejetée, convaincue qu'à son époque, personne n'a besoin d'elle, se qualifiant elle-même de déchet. Le protagoniste, au contraire, voit dans ce déchet une source de nouvelles possibilités et lui fait un compliment, ce qui la surprend. Ils échangent alors sur cette vision différente avant que le protagoniste ne prenne la parole pour partager son propre récit. Le protagoniste évoque la disparition de Noacle, ce qui permet enfin une réunion productive. Il raconte comment cet individu importunait tout le monde avec ses discours sur le recyclage et la pollution de l'eau, apportant même des déchets dans la salle sacrée. Pour lui, mourir noyé dans un océan de déchets était la fin qu'il méritait. Un conseiller remet en question la décision d'abandonner Noacle à la mer, doutant qu'elle soit juste. Le protagoniste, calme, assure qu'il ne faut pas s'inquiéter, car personne dans l'histoire du royaume d'Arcane n'a jamais survécu après avoir été emporté par cette mer. Il ajoute avec ironie que Noacle doit sûrement regretter la nourriture du palais et souffrir de la faim. Le protagoniste et une compagne savourent leur pêche fraîche, riant et appréciant leur repas. Il explique que les poissons du coin ne craignent pas les humains, ce qui lui a permis, malgré son inexpérience, d'en attraper facilement. Curieux, il avoue avoir voulu les griller mais ne savait pas comment allumer un feu, tandis que son ami réfléchit à l'idée de recyclage. Il découvre pour la première fois une harpie en chair et en os, une créature mythique redoutée. Il apprend que ces êtres sont des ennemis naturels de l'humanité et que même les soldats ordinaires ne peuvent leur faire face. L'ambiance devient lourde alors que la harpie plane au-dessus d'un champ de bataille jonché de cadavres. La harpie fond rapidement sur lui, forçant notre héros à improviser. Incapable d'utiliser son pouvoir à temps, il saisit des planches et les lance avec force pour se défendre. Malgré la pression, il refuse de se laisser approcher. La harpie attaque avec rapidité, forçant notre héros à réagir sous pression. Frustré, il serre les poings en jurant de réussir cette fois-ci. Soudain, une étrange créature roulante surgit en hurlant, attirant toute son attention. La harpie attaque violemment, frappant le sol avec force, tandis qu'un soldat furieux accuse notre héros d'être responsable de la situation. Le protagoniste reste figé, observant la créature imposante qui se tient devant lui, déterminée et intimidante. Il serre son poing autour d'un objet, murmurant qu'il doute de pouvoir la vaincre. Malgré ses doutes, notre héros décide de tenter sa chance et lance violemment des planches vers la harpie en criant un recycle. Face à elle, il refuse de céder et demande ce qu'elle veut, niant avoir de l'argent. La harpie, intriguée, fixe le hamac derrière lui, éveillant la curiosité du protagoniste. La harpie, soudain détendue, exprime son désir d'utiliser le hamac. Le protagoniste, surpris et un peu hésitant, accepte à contre-cœur. Elle s'installe alors confortablement, laissant notre héros perplexe face à cette situation inattendue. Le petit compagnon reproche au protagoniste de l'avoir lancé, ce qui le surprend. Ce dernier s'excuse pour son geste impulsif, tout en se demandant si la harpie n'était pas censée être dangereuse. Finalement, il constate qu'elle ne semble pas hostile et la regarde dormir paisiblement dans le hamac, intrigué par ce calme inattendu. La harpie se présente sous le nom de Mulsieg, expliquant qu'elle aime simplement dormir. Elle nie toute hostilité envers les humains et admet qu'elle a été rejetée par sa famille, qui l'a surnommée la poubelle du clan. Notre héros, surpris, lui demande si elle a vraiment essayé de l'attaquer plus tôt, ce qu'elle nie calmement. Ému aux larmes, notre héros réalise qu'il partage la même solitude que Mulsieg. Il se présente enfin sous le nom de Noacle, tandis qu'elle se nomme Aspi. Ensemble, ils voguent sur un radeau sans véritable destination, mais Noacle confie qu'il souhaite changer leur cap pour atteindre une ville flottante.
Notre héros explique qu'au royaume d'Arcane, où il a vécu, les nouvelles armes et outils se succèdent sans cesse, mais l'idée de réutiliser les déchets est rejetée. Il est convaincu que même les objets considérés comme sans valeur peuvent améliorer le pays et ses habitants. Déterminé, il affirme pouvoir prouver que construire une ville flottante à partir de déchets est possible. Aspi décide de faire du radeau son nouveau refuge, appréciant la liberté de pouvoir dormir sans contrainte. Elle imagine déjà un futur où Noacle construirait une véritable ville flottante, offrant un confort bien supérieur à leur embarcation actuelle. Notre héros, touché, accepte cette nouvelle complicité et se montre optimiste quant à leur avenir commun. Le protagoniste propose à Aspi de vivre ensemble et lui demande si elle a un talent particulier. Intriguée, elle suggère d'ouvrir des noix de coco et d'en boire le jus. Avec une rapidité impressionnante, Aspi brise la noix de coco d'un coup précis, révélant son habileté. Le protagoniste explique qu'il doit fabriquer un nouveau lit car il a tout jeté, mais il doit d'abord rassembler des matériaux en bon état, comme du bois, de la corde et une couverture. Aspi, surprise, s'interroge sur cette idée, tandis que le héros reste déterminé à tout reconstruire depuis zéro. Malgré les difficultés, il reste confiant dans sa capacité à accomplir ce travail manuel. Le protagoniste admet que la reconstruction prendra du temps, mais il reste déterminé. Aspi acquiesce avec enthousiasme, prête à l'aider. Soudain, un oiseau s'élance rapidement vers le ciel, surprenant notre héros. L'oiseau s'élance dans les airs, emportant avec lui un morceau du lit en construction. Son regard perçant fixe l'horizon, tandis que le mobilier abandonné tombe lourdement dans l'eau. Le protagoniste observe la scène, intrigué par ce vol soudain. Notre héros s'enthousiasme en constatant ses progrès, convaincu que son entraînement va élargir ses compétences. Il commence à recycler des baguettes magiques faites de matériaux simples, transformant les objets inutiles en ressources précieuses. Pendant ce temps, une silhouette familière annonce leur arrivée, perçant un brouillard mystérieux. Une immense montagne rocheuse s'élève, perçant le ciel et dominant l'horizon. Notre héros, impressionné, ne peut s'empêcher d'exprimer son étonnement devant cette structure colossale. À ses côtés, Aspi semble à la fois émerveillé et un peu fatigué par la découverte. Noacle s'excite à l'idée d'explorer les objets abandonnés au sommet, tandis qu'Aspi confirme cette découverte. La tortue exprime ses doutes sur la valeur de ces objets, soulignant la difficulté d'accès à l'île où ils se trouvent. Notre héros, confiant, rejette ses hésitations et affirme leur détermination à poursuivre cette nouvelle piste, intrigué par ce détour imposé. Notre héros reste convaincu que la valeur des objets ne se révélera qu'au moment de les recycler. Déterminé, il ouvre un coffre pour y chercher des outils adaptés, conscient qu'il devra fabriquer du matériel spécifique pour escalader cette pente abrupte. Aspi observe silencieusement, prête à soutenir cette nouvelle étape du voyage. La jeune femme les propose d'aller chercher ce dont ils ont besoin, et notre héros accepte sans hésiter. Elle déploie alors ses ailes et s'envole, prête à accomplir cette mission. Pendant ce temps, notre héros invite Noacle à observer attentivement le fond de la mer, intrigué par ce qu'il pourrait y découvrir. Notre héros découvre avec émerveillement les ruines d'une immense cité submergée sous la mer depuis longtemps. Il réalise qu'ils se tiennent en réalité au-dessus d'un ancien îlot qui pourrait avoir été une forteresse ou une tour autrefois. Cette révélation change complètement leur perspective sur l'endroit où ils se trouvent. Aspi revient avec le matériel nécessaire, qu'elle tend à notre héros avec un sourire. Ce dernier étale les pièces récupérées, intrigué par leur nature. En les examinant de plus près, il commence à reconnaître un objet particulier, éveillant sa curiosité. Le protagoniste identifie une arme ancienne, un canon magique, issu d'une civilisation disparue. Intrigué, il demande à Noacle s'il connaît cet artefact. En apprenant que des baguettes magiques étaient intégrées à cette arme pour libérer une magie destructrice, il se demande s'il pourrait la réparer avec les pièces retrouvées. Le protagoniste se remémore avoir déjà manipulé une arme similaire dans la plus vieille case du royaume des Arcanes. Confiant en ses compétences de prince, il pense pouvoir la réparer s'il dispose d'un bâton. Il commence alors à recycler les pièces devant lui, prêt à redonner vie à cet ancien canon magique. Le protagoniste admire le canon magique ancien avec enthousiasme, impressionné par sa puissance. Déterminé à tester son fonctionnement, il prépare la charge et s'apprête à tirer un coup d'essai. L'atmosphère se charge alors d'une énergie palpable, annonçant l'imminence du tir. Le protagoniste s'efforce de recharger le canon, mais son énergie magique s'épuise rapidement, le laissant épuisé au sol. Il se relève néanmoins, convaincu que l'arme est prête à tirer. D'un geste déterminé, il ordonne le feu, déclenchant un puissant tir du canon magique. Le tir du canon magique s'échappe avec un faible pouf, décevant les attentes du protagoniste. Assis par terre,
il admet à voix basse que la magie n'est probablement pas faite pour lui, tandis qu'une créature ailée et une tortue le taquinent gentiment. Malgré tout, notre héros semble prêt à accepter son destin, conscient qu'il n'a pas d'autre choix. Un immense navire pirate apparaît à l'horizon, ses voiles ornées de symboles menaçants. Le protagoniste, surpris, demande s'il s'agit bien d'un navire pirate. Une créature volante avertit immédiatement du danger, insistant pour qu'il fuit avant d'être repéré. Le navire devant eux semble abandonné et endommagé, portant les traces d'un récent combat à coups de canon. Le protagoniste en déduit que l'intérieur du bateau doit cacher quelque chose d'important. Enthousiaste, il imagine une montagne de trésors à découvrir, tandis que sa créature volante s'inquiète de sa décision d'y monter. Le protagoniste admet pourquoi on l'a surnommé le « prince poubelle » dans son royaume, tandis qu'il évoque la réputation des pirates à collectionner des trésors venus du monde entier. Enthousiaste, il imagine réparer les canons magiques du navire en trouvant des matériaux précieux. Il demande alors à Mule de le porter jusqu'au pont, prêt à explorer davantage. Alors qu'il est porté par Mule, le protagoniste perd l'équilibre et chute violemment, craignant pour sa tête. Il avoue avoir vraiment cru mourir, tandis que sa compagne ailée le taquine sur sa fragilité humaine. Malgré cette mésaventure, ils reprennent rapidement leur courage pour commencer l'exploration du navire fantôme. Le protagoniste apprend avec surprise qu'il y a déjà des personnes à bord du navire fantôme. Malgré ses doutes sur la sécurité de négocier avec des pirates, il décide d'aller leur demander la permission de prendre ce dont ils ont besoin. En entrant, il est stupéfait de découvrir une foule nombreuse, bien que le navire soit en mauvais état. Le protagoniste et sa compagne sont soudainement confrontés à une armée de squelettes en armure, prêts à attaquer. Leur surprise est totale face à cette menace inattendue. Sans prévenir, l'un des squelettes attaque violemment, projetant le héros au sol. Il réalise que ses ennemis sont des squelettes animés par une magie noire qui contrôle les corps morts. Une mystérieuse silhouette les semble diriger cette armée macabre. Sans perdre de temps, les squelettes attaquent avec violence, forçant le héros à se défendre face à cette menace surnaturelle. Le héros est violemment projeté au sol par un coup d'épée d'un squelette en armure. Alors que l'ennemi s'apprête à attaquer de nouveau, une silhouette ailée intervient brusquement. Cette mystérieuse femme oiseau met en garde les assaillants, défendant farouchement le protagoniste. La femme oiseau attaque avec une rapidité et une puissance impressionnantes, détruisant plusieurs squelettes en armure d'un seul coup. Le protagoniste, soulagé, observe la bataille tandis que les ennemis tombent les uns après les autres. Après avoir éliminé tous les assaillants, la mystérieuse alliée confirme sa victoire avec assurance. Les squelettes, jusque-là détruits, commencent soudainement à se redresser, comme réparés par une force mystérieuse. Le protagoniste, stupéfait, réalise que ses ennemis sont à nouveau actifs et prêts à attaquer. Sans perdre de temps, un squelette en armure fonce violemment vers la femme oiseau, déclenchant une nouvelle confrontation. Le protagoniste est retrouvé inconscient, vêtu d'un chapeau et d'une tenue de pirate qui suscite la surprise. Une femme oiseau vérifie son état et rassure tout le monde en confirmant qu'il respire encore, bien qu'il soit simplement inconscient. Elle s'apprête à examiner s'il a d'autres blessures pendant que les autres personnages réagissent à cette situation inattendue. La femme oiseau remarque une coupure peu profonde sur la jambe de la jeune pirate, probablement causée par les squelettes. Un allié se propose immédiatement d'aller chercher des soins pendant que les autres discutent de la nature du navire, concluant qu'il s'agit d'un corsaire officiellement reconnu par le royaume d'Arcane. Le récit explique qu'autrefois, le royaume d'Arcane a souffert des attaques répétées de pirates, au point de ne plus pouvoir les contenir. Pour y remédier, certains pirates ont été autorisés par le royaume à combattre ces menaces extérieures, devenant ainsi des corsaires officiels. Une remarque taquine fait comprendre que le protagoniste, prince du pays, est perçu comme un fou imprudent par certains, mais son statut pourrait lui permettre d'être écouté. Soudain, une jeune fille féline surgit. Brusquement, provoquant la surprise générale, avant qu'une femme oiseau n'apparaisse calmement en saluant. La jeune fille féline, surprise et méfiante, s'élance soudainement vers la femme oiseau en l'interrogeant vivement. Cette dernière la rattrape avec douceur, lui demandant si elle va bien et la rassurant de ne pas se forcer. Un homme ailé intervient alors pour préciser qu'ils ne sont pas des ennemis, apaisant ainsi la tension. La femme oiseau rassure la jeune fille féline en lui assurant que les squelettes à l'extérieur ont disparu et propose de soigner sa blessure. Pendant ce temps, le protagoniste prépare un bandage avec modestie, s'excusant de son manque d'expérience. La jeune fille féline, désormais soulagée, remercie chaleureusement ses sauveurs tandis que la femme oiseau s'excuse d'avoir perdu son calme plus tôt. Une tortue parlante se présente sous le nom d'Aspidoc Elon, ce qui étonne vivement la jeune fille féline. Peu après,
un homme nommé Noah Klesiega Arkan annonce qu'il a embarqué sur le navire pour certaines raisons et demande s'il peut récupérer des objets inutilisés à bord. La jeune fille Féline semble intriguée par cette demande. La jeune fille Féline se prépare à attaquer, brandissant son crochet avec détermination, son adversaire semble surpris et hésite, tenant une arme en main. Soudain, la Féline est prise de douleur, se couvrant la bouche, tandis que son ennemi reste calme et intrigué. Il explique qu'ils ne sont pas ennemis, et évoquant une constitution qu'on ne peut changer, la jeune fille Féline confie son désir de devenir aussi grande que son père, mais révèle qu'un accident malheureux l'a laissée dans un état fragile depuis une bataille d'entraînement à l'académie navale. Touchée par cette révélation, elle est prise de douleur, et son interlocuteur s'inquiète pour elle, lui assurant qu'elle n'est pas obligée de parler si c'est trop difficile. La jeune fille Féline confie que ce navire était le préféré de son père et qu'elle rêvait de devenir une grande navigatrice. Après la disparition de son père, elle a étudié pendant des années pour reprendre son rôle, mais sa constitution l'en empêche, l'empêchant même de bien diriger le navire. Le protagoniste propose son aide pour éviter que le navire ne devienne une épave. Malgré la réticence de la jeune fille Féline face à l'état délabré du bateau, il admet que leur cohabitation pourrait être difficile, mais insiste pour être utilisée jusqu'à leur retour à terre. Il demande alors à voir de plus près l'état du navire et ses matériaux, invitant la jeune fille à lui faire visiter les lieux. La jeune fille Féline s'attelle à remettre sa cravate, déterminée. Le protagoniste, enthousiaste, l'appelle en la qualifiant de génie, prêt à la suivre. Ensemble, ils observent au loin un endroit précis que la jeune fille identifie avec excitation comme étant crucial. Ils aperçoivent au loin l'île Maryland, que la jeune fille Féline désigne avec fierté comme son lieu d'enfance. Le protagoniste, intrigué, reconnaît le nom, tandis qu'elle explique que l'île, autrefois un important bastion naval et pirate, n'est aujourd'hui qu'une petite académie navale et un village modeste. Le protagoniste demande à emprunter les jumelles, intrigué par la situation. En observant de plus près, il réalise la présence massive de navires de la marine, ce qui inquiète la jeune fille Féline. Celle-ci propose alors d'utiliser un vieux port abandonné, moins surveillé, pour s'y faufiler discrètement. Ils atteignent enfin le vieux port abandonné, soulagés d'avoir réussi à s'y faufiler. La jeune fille Féline exprime sa gratitude, émue de pouvoir revoir son île natale grâce à leur aide. Chacun partage un moment de reconnaissance, renforçant leur lien avant la suite de leur aventure. Le protagoniste et ses compagnons sentent la présence de quelqu'un caché derrière un mur, leur attention est soudainement attirée, et une tension palpable s'installe. Pris de panique, ils redoutent que ce soit la marine qui les ait repérés. Le protagoniste et la jeune fille ailée remarquent un enfant qui s'avance vers eux, intrigués par sa présence. Ils remarquent alors son bandana orné d'un crâne, symbole évident de pirate. L'enfant, surpris mais déterminé, s'exclame avec enthousiasme en reconnaissant quelqu'un, tandis qu'une femme en tenue de pirate l'appelle par son nom avec urgence. L'enfant pirate se jette dans les bras de la femme en tenue de capitaine, heureuse de la retrouver enfin. Ils échangent des mots pleins d'émotion, confirmant leur lien fraternel. Le protagoniste et ses compagnons observent la scène, intrigués par cette réunion touchante. Natam se présente comme venant du village pirate, tandis que Noah Klesiega Arkan se présente à son tour avec assurance. Une conversation s'engage où Noah exprime son statut de criminel, doutant de la sincérité des autres, mais Natam semble admirative et confiante envers lui. Soudain, la femme pirate intervient brusquement, interrompant la discussion. La femme pirate propose d'inviter tout le monde au village pour les remercier correctement, mais le protagoniste hésite, craignant d'être repéré par la marine. Il explique que l'académie est loin du village et qu'il pourra sans doute expliquer la situation aux habitants. Un petit animal avertit qu'il y a de nombreuses épaves près du village, ce qui pourrait aider leur futur voyage. Enthousiasmée, la femme pirate accepte immédiatement la proposition, ravie par cette idée ingénieuse. Le protagoniste exprime ses doutes et sa peur d'être trahi dès leur arrivée dans ce village de pirates. Malgré les assurances, il reste inquiet à l'idée d'un possible coup bas. Le groupe avance alors prudemment sur un chemin forestier, en direction du village. L'ange, à moitié endormi, affirme qu'un génie ne ferait pas une telle chose. Intriguée, la femme pirate demande ce qui la rend si certaine. L'ange explique alors qu'il ne dégage pas cette odeur particulière, ce qui surprend vivement la pirate. L'ange assure qu'elle ne perçoit aucune hostilité, ce qui rassure la femme pirate. Elle explique que, tout comme elle peut voir le mana des gens, les harpies peuvent sentir l'intention de nuire grâce à leur odorat. Le protagoniste comprend alors que la harpie a vérifié s'il représentait une menace, ce qui justifie sa prudence. La femme pirate rassure le protagoniste en lui expliquant que, bien que la plupart des pirates soient effrayants, ceux de ce village sont différents.
Elle décrit leur communauté comme une famille protectrice, qui défend les faibles, libère les esclaves, partage nourriture et argent, et croit en l'entraide. Le protagoniste découvre que la piraterie ne se résume pas à voler, mais qu'elle repose aussi sur des valeurs de solidarité et de protection. Enthousiastes, les villageois célèbrent cette vision, tandis qu'un jeune garçon exprime son admiration pour le père du héros. Soudain, une inquiétude surgit, Mulu est introuvable. La femme pirate explique qu'elle a perçu une odeur étrange et s'est envolée pour enquêter. Le protagoniste s'inquiète en apprenant que Mulu est introuvable. La harpie revient en urgence, annonçant que la situation est grave. Le village est en flammes, dévoré par un incendie dévastateur. Le choc et l'horreur saisissent le groupe, tandis que le jeune garçon tremble, incapable de croire ce qu'il voit. La situation est critique, et notre héros appelle tout le monde à agir sans perdre de temps.